Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à Infotémis, résultats financiers 2017 de la Caisse des jardins du Témiscamingue, présentation du portrait de situation des familles agricoles du Témiscamingue, dévoilement de la 47e édition de l'exposition agricole et rencontre avec les responsables de la bibliothèque La Bouquine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Infotémis. La Caisse des jardins du Témiscamingue a présenté ses résultats financiers de 2017 lors de l'Assemblée des membres le 17 avril dernier. Pour la première fois en Assemblée générale, la Caisse des jardins du Témiscamingue s'est activée à faire connaître la coopération à ses jeunes membres en orientant plusieurs volets à leur attention, dont une conférence et des tirages. Lors de son exercice 2017, la Caisse des jardins du Témiscamingue affiche des revenus d'exploitation de 13 millions de dollars, en baisse de 1,8 % par rapport à ceux de 2016. Ces excédents avant ristourne aux membres atteignent 2,9 millions de dollars, soit une croissance de 9,3 %. Son volume d'affaires a augmenté de 6,4 % pour s'établir à 1 milliard de dollars. Nous avons invité la directrice générale de la Caisse des jardins du Témiscamingue à venir nous en dire plus. Voici l'entrevue avec Mme Chantal Parent. Le 17 avril dernier se tenait l'Assemblée générale des membres de la Caisse des jardins du Témiscamingue et il y avait comme une nouveauté cette année dans le cadre de cette assemblée. On a orienté certaines parties de la soirée pour la jeunesse. D'où est partie cette idée-là? Bien, vous savez que la jeunesse, il faut les rejoindre, hein? Puis c'est la future relève, c'est la clientèle de demain. Alors, on travaille fort avec nos équipes, à développer un offre jeunesse, mais aussi à les rejoindre puis à entendre leur voix. Okay. Alors, cette année, on s'est dit, on va dédier l'Assemblée générale à la jeunesse, inviter les organismes jeunesse aussi et leur permettre de faire part aux jeunes de ce qu'ils ont à offrir aussi pour eux et ce que Desjardins fait aussi pour les jeunes en région. Donc, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement pour eux dans la soirée? Bien, c'est sûr qu'on avait un beau petit concours où on faisait tirer un iPad, fait que c'est un petit peu plus attirant. Puis on a demandé aussi aux gens qui viennent habituellement à notre assemblée d'emmener des jeunes. Oui, c'est vrai. Ça fait que j'avais quand même 267 personnes, une très, très belle salle. Wow. Et sur ça, on avait 25 jeunes présents. On était vraiment contents de là, on parle 25 de la jeunesse, ans et moins. Ça. Okay, oui, 25 ans et moins. Alors, pour dans le fond, leur amener quelque chose d'intéressant où ils peuvent apprendre des choses, on avait Mme Hélène Nickner du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue qui avait une présentation, une petite conférence en commençant. Okay. Et le thème étant « Ma voix compte », c'était très bien dans une assemblée démocratique. Bien oui. Et on a pu entendre les jeunes qui nous ont présenté. Dans le fond, c'est une étude qui s'est faite à travers la province avec les Carrefours Jeunesse. Puis ils nous ont sorti là, 10 propositions concrètes pour faire un appel à l'action aux organisations d'intégrer les jeunes et d'entendre la voix des jeunes. Okay. Alors, notre caisse s'est engagée live à être partenaire du concept « Ma voix compte ». Et c'est ça qu'on a publié. Et d'appliquer ces 10 actions-là, en fait? Oui, et d'appliquer ces 10 actions-là au quotidien. Avez-vous des exemples de ces actions? Bien, comme par exemple, abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle. Ça, c'est des choses importantes pour eux. Et ça fait partie de nous aussi dans notre main-d'œuvre pour aller recruter de la jeunesse, qui bien sûr est un enjeu majeur. Assurer l'accès de tous à des systèmes de transport durables adaptés aux besoins du milieu, que ce soit tout ce qui est là, l'environnement, dans le fond, c'est des enjeux de demain qui préoccupent les jeunes. Aussi, durant cette soirée, vous avez présenté bien sûr les chiffres de 2017 pour la Caisse du Témiscamingue. Oui. On va regarder un peu ces chiffres-là sans
tout déboulé non plus, c'est mais grosso modo, et le chiffre qui a rendu, je pense, l'équipe très, très fière, Vraiment. c'est le fameux milliard de dollars en chiffre d'affaires, c'est comme ça? En volume d'affaires. En volume sous gestion. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Caisse, ça, pour vous particulièrement? Bien, c'est un cap intéressant de dire qu'au Témiscamingue, là, il y a 1 milliard d'affaires en crédit, en épargne, tous les produits confondus, accumulés ensemble, qui sont gérés à la Caisse des jardins du Témiscamingue. C'est wow, 1 milliard. Puis ça correspond à combien de membres, ça, à peu près? C'est un petit peu moins que 16 000 membres, 15 600 membres environ. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a une belle progression. Les revenus d'exploitation, par exemple, ont été un petit peu en baisse par rapport à 2016. Un peu. Mais quand même, il y a eu un excédent à la Caisse cette année. On sait que l'année dernière, ça avait été voté comme de quoi la ristourne, on laissait ça un peu de côté pour investir dans la communauté. Cette année, qu'est-ce qui a été décidé? Bien, vous faites référence aux revenus. Oui, il y a eu une petite baisse au niveau des revenus d'intérêt, mais par contre, au niveau de l'ensemble de la Caisse, une croissance là, intéressante avec un bénéfice de 2,9 millions. Donc, de ce bénéfice-là, on est allé recommander aux membres qui ont voté pour, en faveur, de remettre 835 000 à la communauté. C'est le maximum que la loi nous permet au niveau des institutions financières. Sur le 835 000, il y a 550 000 qui seront en ristourne individuelle dans les poches des gens, des membres du Témiscamingue. Et ça, est-ce que les gens doivent faire quelque chose pour recevoir cette ristourne-là ou ça va être automatisé sur leur compte? Comment ça se passe? Ça va être automatisé, déposé au milieu de mai environ. La date exacte sera à communiquer. C'est un pourcentage des intérêts payés de l'année sur les prêts ou un pourcentage des intérêts reçus sur les placements ou un pourcentage de certains soldes comme les prêts accédés, les fonds de placement. Ces choses-là sont en pourcentage des soldes maintenus. Alors, tout simplement sur l'utilisation que les gens font de la coopérative. Donc, les gens peuvent s'informer à leur caisse tout simplement pour avoir plus de détails si eux auraient droit à ça, par exemple. Oui, certainement. Là. Tous ceux qui ont eu ces produits-là vont avoir un montant. Ça va être variable. Donc, cette partie-là pour les ristournes et le reste s'en va dans la communauté? Mais je suis contente que vous ne l'oubliez pas. Je voulais vous le dire exactement. C'est qu'il y a 285 000 qui est versé dans le fonds d'aide au développement du milieu, qui va combler, qui va combler encore le besoin au niveau du plan d'engagement qu'on s'est donné pour faire du développement avec la communauté, les organisations pour des beaux projets. Des beaux projets donc qui s'en viennent en 2018 avec ces sous-là, mais en 2017, il y en a eu des projets aussi, des sommes investies. Parlez-nous un peu de ce qui avait été investi en 2017. Bien, c'est une bonne question. Je suis heureuse de dire qu'on a remis 355 000 dans différents projets et dont 100 000 pour la nouvelle résidence à construire à la Verlechère au niveau de l'organisme Élan pour les personnes aînées. Alors, on continue d'être solidaires avec eux pour faire agrandir là, ce projet-là. Il y a eu aussi la Société d'Alzheimer qui a reçu un montant. Oui, effectivement. On avait annoncé l'année dernière un programme et c'était les gens en Assemblée générale qui avaient choisi l'organisme de la santé qui bénéficierait du programme. Puis il y avait certaines conditions à rencontrer. Alors, on est heureux d'avoir versé 20 000 à la Société Alzheimer du Témiscamingue. Argent qui reste au Témis, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Là, je vous écoute, on dirait que tout est positif. Est-ce qu'il y a eu du négatif aussi? Bien, pas beaucoup. Moi, je dirais, j'en ai en voir. On a aussi une nouvelle dirigeante. On parlait de jeunes tantôt. Puis, on a 15 personnes au conseil d'administration et 5 au conseil de surveillance. On a réussi cette année à mettre en place le programme Jeunes dirigeants de la relève. Alors, on a fait un affichage qui a paru dernièrement sur Facebook. Puis, on a annoncé à l'Assemblée générale que Mme Annie G. Orr se joint à l'équipe du conseil d'administration à titre de dirigeante de la relève. Annie est notaire à Ville-Marie. Oui, c'est ça, chez Manceau-Maillé Notaire. Originaire de Notre-Dame-du-Nord. J'aimerais aussi en savoir un petit peu plus sur le rôle de la Caisse populaire et le marché de l'emploi, en fait, parce que vous employez beaucoup de personnes au Témiscamingue. Est-ce que vous aussi, vous avez cette réalité-là du manque de main-d'œuvre? Est-ce que vous vivez ça aussi à la Caisse des Jardins? C'est vraiment une priorité, c'est une préoccupation constante de planifier la main-d'œuvre parce qu'on est une entreprise de service. Sans main-d'œuvre, ça ne va pas bien. Ça nous prend, c'est vraiment la matière première de notre organisation, le capital humain. Alors, effectivement, sur les 54 employés, j'ai fait une planification de main-d'œuvre cette année avec une prévision parce que sur les 54, il y en a 11 qui ont les possibilités de prendre la retraite d'ici 5 ans. Alors, c'est quand même un gros pourcentage à renouveler.
Et cette année, 3, 4, 5 personnes nouvelles là, qui ont intégré les rangs, encore 2 dernièrement, là, pour aller chercher la formation. Parce qu'un départ à la retraite, c'est beaucoup d'expérience, de vécu qui quitte l'organisation. Puis en 2017, on en a eu 3-4 qui totalisaient plusieurs années d'expérience. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour cette année et les années futures pour la Caisse du Témiscamingue? On a des nouveaux projets. D'ailleurs, le conseil d'administration avec les gestionnaires ont tenu un exercice de planification stratégique 2017-2020. Alors, quelques projets qui en ressortent, c'est de s'inscrire vraiment comme une caisse éco-responsable avec des pratiques pour compenser notre empreinte environnementale. Alors, achat d'unités carbone et tout ça, comme un événement qu'on vient de faire, on va compiler les déchets et tout ça, puis les kilométrages aussi qu'on peut faire dans notre travail pour compenser l'effet de serre. Ensuite, on veut aussi mettre des efforts pour travailler avec les communautés autochtones qui nous connaissent, qui ont beaucoup de valeurs qui ressemblent à celles de Desjardins. Alors, comment on pourrait mieux travailler ensemble pour que les cultures se rejoignent bien? Aussi, travailler sur l'éducation financière en anglais, parce qu'actuellement, nos programmes comme Mes finances, mes choix, qui sont aussi d'autres programmes pour les jeunes, des conférences dans les écoles, sont en français. Toujours avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont un partenaire majeur pour nous. OK. Donc, de beaux projets à venir 2018 et plus. On étend ça sur quelques années, sûrement aussi. C'est commencé. Puis, c'est certain qu'on veut se coller à la planification stratégique du Témiscamingue. L'enjeu démographique, on parlait de main-d'œuvre, c'est vrai pour tous les employeurs. Alors, on va essayer de tenter des programmes qui pourront appuyer la planification stratégique pour que Desjardins soit un partenaire majeur pour l'attraction des gens choisir le Témiscamingue. Puis en terminant, Desjardins n'existerait pas si ce n'était pas de ses membres. Effectivement. Quel message vous avez à donner en cette fin d'année 2017 pour vos membres? Mais le succès, c'est la confiance des membres envers nous. Alors, je les remercie de cette confiance-là au quotidien. On a une équipe qu'on s'attarde à demeurer toujours près des réalités, près des projets des gens. On travaille maintenant en cycle de vie pour qu'on ait des conseillers jeunesse, des conseillers spécialisés à la retraite, milieu de vie, développement au niveau des entrepreneurs. Alors, je veux vraiment remercier les gens de nous faire confiance puis de donner la chance aux gens de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Si on veut plus de détails sur tous les chiffres qu'on a nommés aujourd'hui, c'est disponible, ces documents-là, le rapport 2017? Oui, c'est disponible à la Caisse, les états financiers aussi. Puis, un autre enjeu qu'on va avoir à communiquer éventuellement, c'est le remplacement de nos guichets automatiques. Aussi. Parce que dans Desjardins, tous nos équipements de guichets automatiques seront à remplacer d'ici 12 mois. Alors, 12-24 mois. C'est un enjeu où on doit prendre des décisions importantes parce que le virage est beaucoup numérique. Sur les téléphones, le pourcentage de transactions en est à 7 sur les guichets automatiques maintenant. Puis les comptoirs à 2 Alors, on a vraiment des investissements à faire, puis c'est l'investissement de tous qui se doit d'être responsable. Merci beaucoup, Mme Parent. Ça me fait plaisir, Nadine. Merci de m'avoir accueillie. Les partenaires du projet Portrait de situation des familles agricoles du Témiscamingue ont dévoilé les résultats de leur travail lors d'une conférence de presse tenue le 25 avril dernier. Les informations recueillies prouvent que les agriculteurs de la région éprouvent des difficultés à différents niveaux: anxiété, problèmes physiques, difficultés financières, isolement, dépression, dépendance et épuisement font partie du portrait. TV Témis était sur les lieux lors de la conférence de presse. Voici notre résumé. Dans le fond, ce matin, on avait convoqué les médias pour vous présenter le portrait de situation des familles agricoles du Témiscamingue, une démarche d'évaluation qui a été commencée à l'automne 2017 et dont on dévoile les résultats ce matin. Dans le fond, quand on a commencé les travaux il y a quelques années, on s'était basé sur les 4 autres régions au Québec où il existe déjà des travailleurs de rang. Mais on s'est dit, bon, on a les données d'ailleurs, on veut vérifier, nous, dans notre territoire, est-ce que c'est les mêmes besoins, est-ce que c'est les mêmes données? Et oui, dans le fond, les constats qu'on a relevés ce matin sont les mêmes de ceux des autres régions.
Dans le fond, le besoin a été nommé ou a été davantage identifié à l'automne 2014 suite à des récoltes très, très difficiles, à des pluies très abondantes. Les agriculteurs se sont réunis avec certaines rencontres qu'on a eues avec eux. On s'est rendu compte que c'est un besoin qu'on avait dans notre milieu et depuis, plusieurs actions se sont mises en place pour en arriver à démarrer le projet. Au niveau socio-économique, il y a toute la valorisation du métier qui revenait beaucoup, de démontrer que l'agriculture, c'est pas nécessairement toujours dérangeant, que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on mange à tous les jours. Donc, revaloriser ce métier-là. Il y a aussi tout l'impact au niveau de l'isolement des agriculteurs, tout le mode de vie de l'agriculture qui, en même temps, est une fierté et une valeur importante, mais aussi un frein pour la demande d'aide, pour se réseauter, pour aller rencontrer des amis. Et il y a tout le volet aussi au niveau des ressources du milieu qui ont une méconnaissance peut-être des modes de vie de l'agriculture, ce qui enfreint les demandes d'aide. Les partenaires, ce qu'on a comme rôle, c'est vraiment d'être assis autour d'une même table pour échanger, collaborer ensemble sur la mise en place d'un projet comme ça. Il y a la MRC du Témiscamingue, évidemment, qui est interpellée. Il y a le Centre de santé des services sociaux. Il y a le groupe Image, nous, au Centre de prévention du suicide, et l'UPA, autant la Fédération régionale que des représentants du syndicat local. Avec le Centre de prévention du suicide et le groupe Image, c'était beaucoup dans la validation, c'était beaucoup dans m'alimenter pour que je saisisse bien le besoin puis que je m'en aille à la bonne place, que je pose les bonnes questions avec les bons outils. Puis aussi avoir la bonne lunette quand on est rendu dans l'analyse pour faire ressortir finalement les constats qui sont les plus pertinents pour eux. Des fois, il y a des choses qui ressortent qui ne nous servent pas, donc c'est d'aller à l'essentiel avec eux. Puis avec le comité en général, c'était beaucoup dans la validation, c'était beaucoup dans les orientations qu'on prenait, c'était aussi dans les suites à donner. Avec un beau portrait comme ça, c'est plaisant comme travail à faire, mais c'est donc bien facile de le mettre sur une tablette puis de le laisser prendre la poussière. Fait qu'avec le comité, c'est beaucoup de s'assurer qu'il soit propagé, qu'il soit partagé puis qu'on en entende parler au maximum. Là. Après ça, c'est de mobiliser les partenaires. Il y en a déjà, le comité de pilotage, lui, il est déjà mobilisé, il est déjà sensible à la cause. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas autour de la table qu'on devrait interpeller? Et toute la question aussi de ce qui se fait ailleurs. Quand on a parlé de voir ce qui se fait ailleurs, nous, on a des inspirations. En fait, le comité a des inspirations pour des projets à mettre en place, des stratégies. Là, c'est de voir comment on le fait. Comment on rend ça possible? Parce que souvent, c'est des coûts qui sont rattachés à ça. Donc, c'est sûr que le but ultime, quand on dit on veut le partager, puis sensibiliser, puis mobiliser, mais le but ultime, c'est de trouver les moyens de mettre en place ces stratégies-là, finalement, pour adapter les services. Je connaissais absolument rien de l'agriculture quand j'ai embarqué dans ce projet-là. Puis, au bout du compte, je pense que ça m'a servi dans le sens où je suis arrivée avec un œil très neutre. Et je pense qu'ils ont eu du plaisir à m'expliquer les choses. Je pense que tout de suite, j'ai vu la passion qu'ils ont dans leur travail. Ils étaient tellement contents. C'est difficile à expliquer parce qu'en même temps, on parlait de toutes les difficultés qu'ils vivent dans leur métier. Mais au bout du compte, ils finissaient toujours par en ressortir de façon positive en se disant « on continue, puis on lâche pas ». C'est des gens extrêmement résilients. Ça, c'est ce que je retiens là, de mes rencontres avec eux, là, vraiment. On n'en est pas encore à mettre en place le service au Témiscamingue. Ce qu'on voulait faire avec la démarche aujourd'hui d'évaluation, c'était de vérifier est-ce qu'il y a un besoin pour ce type de service-là au Témiscamingue. Et je crois que la présentation de Mme Tremblay est venue démontrer à l'ensemble de la population qu'il y a un besoin au Témiscamingue d'avoir un service de proximité de travailleurs de rang. La 47e exposition agricole du Témiscamingue se tiendra du 30 mai au 2 juin prochain à Saint-Bruno-de-Guigues. Le comité organisateur a présenté sa programmation dont la principale nouveauté touche le volet éducatif pour la jeunesse. Nous avons discuté avec les organisateurs et voici notre reportage. Cette année, on y va avec plusieurs nouveautés. Entre autres, on a notre souper bière et saucisses là, pour le samedi soir. Va être des dons seront remis là, à Mission Tournesol. Là, on veut donner à peu près 1 000 $ sur les 500 cartes là, vendues là, à la communauté du Témiscamingue. Là, cette année, il y a un volet, on peut dire, un volet jeunesse éducatif. Peut-être nous parler un peu de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement?
Oui, cette année aussi, on a un volet éducatif. On veut sortir les jeunes des écoles primaires, les apporter sur le site du terrain de l'exposition et avoir à peu près 6 ateliers là, pour leur montrer un petit peu la production laitière, où ce que c'est rendu et un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec le lait. T'sais, le lait, il n'arrive pas du dépanneur, il arrive du pied de la vache. Ils vont pouvoir traire une vache, il va y avoir une vache en plastique, ils vont pouvoir faire sortir du lait dedans. Lui montrer un peu comment contrer la vache, qu'est-ce qu'on fait avec, du fromage, du beurre, tous des petits ateliers là, qui vont pouvoir apprendre là, qu'est-ce qu'on fait avec le lait là, et pourquoi et le pourquoi de. Et là, vous visez vraiment beaucoup d'enfants. Donc, combien d'enfants vous souhaitez inviter? Au Témiscamingue, on a vérifié, on avait au-delà de 900 jeunes dans les écoles primaires. Fait que ça va faire à peu près 300 jeunes par jour qui vont passer sur le terrain. Là. C'est un beau défi. Donc, j'imagine que c'est une nouvelle dynamique. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendez, qui va être vraiment le fun à avoir pour vous. Oui, c'est sûr qu'avoir beaucoup de monde sur le terrain, là, peut-être des jeunes qui veulent en plus apprendre, fait que ça va être super. Là. Le regroupement des bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population de la région à assister à une des conférences d'Olivier Bernard, alias le pharmacien, qui parcourra les bibliothèques publiques de la région. Cette série de conférences d'Olivier Bernard s'inscrit dans un désir des bibliothèques de la région de célébrer pendant toute la semaine l'événement national 24 heures de sciences promulgué par l'organisme Sciences pour tous et qui vise à promouvoir la culture scientifique. Pour l'occasion, les bibliothèques mettront à l'honneur la documentation scientifique. Pour en savoir plus sur l'événement, visitez le www.sciencepourtous.qc.ca/24 heures. Du côté du Témiscamingue, la bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie et Duhamel-Ouest recevra la visite du pharmacien le 11 mai prochain. Nous avons reçu des invités pour avoir tous les détails à ce sujet. Aussi, nous avons discuté avec elle du rôle de la bouquine pour la population locale. Voici donc cette entrevue avec Geneviève Boucher et Josiane Bergeron. D'abord, mesdames, j'aimerais savoir quel est votre rôle au niveau de la bibliothèque La Bouquine, donc Geneviève? Mais moi, évidemment, je chapeaute les loisirs à la ville, donc je suis directrice des loisirs, donc je suis comme le soutien de Josiane à la ville, finalement. Et toi, Josiane? Je suis sa bosse, là, tu sais, ça fait... Moi, je suis responsable de la bibliothèque La Bouquine. Depuis novembre. Oui, depuis le mois de novembre, oui, c'est tout nouveau encore. Pourquoi avoir choisi de postuler pour ce poste-là? Pour le poste de la bouquine, bien, premièrement, j'aime beaucoup les livres. Donc, pour travailler dans une bibliothèque, il faut aimer les livres. J'aime beaucoup l'environnement aussi, tout ce qui se rapproche au côté littéraire. Puis aussi, le contact avec les gens, donc avec nos abonnés, mais avec tous les bénévoles qu'on a à la bibliothèque. C'est toujours bien agréable là, de côtoyer tout ce beau monde-là. Donc, la bouquine est située à même les locaux de l'École Saint-Gabriel de Ville-Marie. Elle est affiliée au réseau Biblio, puis c'est la bibliothèque de Ville-Marie et Duhamel-Ouest. Ça fait beaucoup de rôles. J'aimerais ça qu'on démêle tout ça ensemble. D'abord, la bouquine dessert quelle population? Bien, la bouquine peut desservir la population de Ville-Marie, Duhamel-Ouest, mais on a des abonnés de partout au Témiscamingue aussi. C'est possible aussi, donc? C'est possible de s'abonner. Il y a des frais d'abonnement. Donc, 10 $ pour les abonnés de Ville-Marie et Duhamel-Ouest et 20 $ pour les abonnés non résidents. OK. Et quelle est la fonction au niveau de l'école? Au niveau de l'école, mais notre bibliothèque est séparée volet municipal et volet scolaire. Donc, moi, j'ai une collègue qui gère le côté scolaire de la bibliothèque. OK, donc c'est pas toi qui s'en occupe de ce côté-là? Moi, je m'occupe pas du niveau scolaire. Il faut dire qu'ils travaillent ensemble, oui. Pour pas que les collections se dédoublent. Fait qu'il y a vraiment un travail entre l'école et la responsable de la ville, de la bibliothèque plutôt, à la ville, qui doivent constamment travailler ensemble. Exactement, pour pas acheter 2 fois le même volume. Donc, on magasine, on s'envoie des petits textos. Est-ce que tu as acheté ce livre-là? Non, je ne l'ai pas. Ah, ben, je l'achète tout de suite, puis on s'envoie des petits courriels là, pour faire un bon suivi là, entre les deux collections. Donc, c'est vraiment une belle collaboration. Ah oui, très bonne collaboration. Avec Sylvie, municipale. avec Sylvie Kenville, qui fait aussi un très bon travail. OK. Et la bouquine est aussi affiliée au réseau Biblio. Oui. Pour quelles raisons? Quels sont les avantages de ce côté-là? Le réseau Biblio, dans le fond, c'est que pourquoi les réseaux Biblio ont été mis en place, pour juste te faire un petit historique, c'est parce que les gouvernements ont adopté des lois disant que chaque citoyen a le droit à avoir accès à de la culture. Donc, culture, bibliothèque souvent. Hein? Et c'est dans la loi. Donc, on doit, en tant que municipalité, s'assurer que chaque citoyen a accès à tant de volumes.
C'est comme au prorata, là, au par dixième, on pourrait dire ça. Donc, c'est vraiment... Et ça, c'est entériné par l'UNESCO. Voilà. Donc, mettons, nous, une population, là, on laisse faire, mettons, Ville-Marie du 1-Ouest, c'est calculé là-dessus. Bien, on paye un montant au réseau Biblio qui, lui, vient nous s'assurer qu'on a la valeur de livres qu'on doit avoir pour respecter les normes qui se fait en bibliothèque pour desservir la population, pour qu'il y ait une grande diversité de contenu aussi et accessible. Donc, lui, il vient nous aider à remplir ces quotas-là et il donne plein de services aussi dans le soutien parce qu'il faut le dire qu'au Témiscamingue, à part Témiscamingue et Ville-Marie, il n'y a pas vraiment d'employés permanents là, dans les bibliothèques parce que souvent les bénévoles, puis écoute, ils travaillent fort. Hein? Donc, le réseau est là pour vraiment venir appuyer tous ces bénévoles-là dans les bibliothèques, puis aussi les responsables, là, même si c'est des employés, sur toutes les questions de gestion de collection, toute la façon qu'on fonctionne. Il y a la plateforme aussi pour les prendre bibliothèques. Tu sais, c'est tout eux qui nous outillent à ce niveau-là aussi. Donc, vous avez accès à une certaine formation, en fait, avec le réseau Biblio? Exactement. On a de la formation, on a du soutien technique aussi. Le réseau Biblio, il nous fournit un logiciel pour faire notre gestion de livres. Donc, ils sont toujours là au bout de la ligne quand on a des questions, tout ça. Puis, une chose aussi qui est importante de mentionner avec le réseau Biblio, c'est qu'ils nous permettent d'augmenter notre collection. Donc, avec le réseau Biblio, c'est que 2 fois par année, on fait des échanges de livres. Donc, eux, nous, on va leur envoyer 2000 livres, par exemple. Je donne des chiffres. 1200, 1300 livres. On leur renvoie des livres, puis eux vont nous en envoyer 1200, 1300 nouveaux. Okay. Donc, ça permet toujours d'avoir de la nouveauté à la bibliothèque, puis dans tous les types. Là. Donc, dans le roman adulte, roman jeunesse, dans l'album, bande dessinée, documentaire adulte et documentaire jeunesse. Donc, ça nous permet d'avoir de la nouveauté. Nos abonnés aiment bien ça, là, quand on a des nouveaux livres. Ça ressemble à quoi, par exemple, les statistiques au niveau de la bouquine, le nombre de livres, le nombre d'abonnés, le nombre de bénévoles? Mon Dieu, de mémoire, là, le dernier rapport, je crois qu'on a fait au-dessus de 27 000 prêts de livres cette année. Ce qui est beaucoup? On peut considérer que c'est beaucoup? C'est beaucoup. On a 19 000 livres à la bibliothèque qui circulent et on a 40 bénévoles à la bibliothèque. Donc, des gens qui viennent pour des périodes de 2 heures parce qu'on est ouvert 6 jours par semaine dans des blocs de 2 heures. Okay. Donc, c'est des bénévoles qui assurent l'ouverture de la bibliothèque pour les abonnés. Donc, on a les meilleurs bénévoles, des bénévoles dévoués, impliqués, dynamiques, tout ça. Est-ce que je me trompe si je dis que le rôle de la bouquine a peut-être changé au cours des années? Oui, effectivement, je vous dirais que, en tout cas, moi, depuis que je suis à la ville, il y a eu beaucoup de changements au niveau du mandat de la bibliothèque. C'est arrivé avec le départ d'une dame qui était là depuis plusieurs années, qui avait vraiment fait un très bon travail. Mais, nouveauté, départ, on amène de la nouveauté, on change un peu la direction. Et moi, c'est sûr que, avant Josiane, il y avait une autre personne, et le mandat que je lui avais donné, il dit, il faut dynamiser la bibliothèque. Il faut améliorer les services, et tout ça. Et je pense que ça a porté ses fruits parce que ça fait 2 années de suite qu'on remporte le Biblio d'or au niveau du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'ensemble de nos services, l'amélioration de nos services et tout ça. Donc, je pense qu'on est sur la bonne track, comme on dit. Quel rôle vous voulez donner à cette bibliothèque-là, la bouquine? Bien, on aimerait ça donner un rôle, en fait, le 3e milieu de vie qu'on appelle. Donc, avoir une bibliothèque très accessible. Donc, c'est plus les bibliothèques où on chuchote. On n'a plus besoin de chuchoter dans les bibliothèques. Les familles avec les enfants sont les bienvenus. Les enfants peuvent regarder les livres. On peut s'asseoir par terre pour lire des histoires. Donc, on veut vraiment aller chercher les familles. On a des projets aussi, des projets en développement. On a beaucoup de jeux de société, donc pourquoi pas faire une soirée de jeux de société 1 fois par mois. Développer des activités aussi. Par exemple, là, on vient de faire une activité qui s'appelait Accords, thé et livres. Donc, on avait 4 extraits de livres. On avait une sommelière en thé, Andrea Weber. Puis, à chaque extrait de livre, Andrea nous suggérait un thé à déguster avec l'extrait lu. Wow. Donc, c'est d'amener des activités originales, puis d'emmener... Ça a très bien marché. Hein? Oui, Tu t'attendais à quoi? Peut-être 7-8 personnes? On a eu 17 personnes. Ouais. On se trouvait bien... Elle était bien contente. Oui, je suis super contente de voir l'intérêt des gens.
pour les extraits de livres, pour la littérature, mais aussi pour le thé. Donc, c'est puis une belle journée, un beau samedi ensoleillé, tout le monde était de bonne humeur, c'était vraiment une super belle activité. Donc, à Bouquin, c'est ça qu'on veut faire, on veut développer des nouvelles activités pour aller chercher autant le côté jeunesse que le côté adulte. OK. Vous en avez parlé tantôt, vous avez déjà reçu un prix comment vous appeliez ça, le prix? Bien, c'est les biblios d'art. Des biblios d'art. Voilà. La Bouquin a reçu d'autres prix de ce genre-là dans les dernières Je années? dirais que c'est 2 années de suite qu'on a gagné ça, fait que ça montre qu'on a justement le mandat de dynamisme et l'amélioration des services a été atteint. Là. Mais faut pas, on a plein d'autres belles choses qui s'en Bon, c'est ça. Parlons-en parce que là, il y en a plein de choses qui s'en viennent. Parlons d'abord de la grosse affaire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est le pharmacien qui s'en vient le 11 mai prochain. D'abord, qui est-il, le pharmacien? Bien, le pharmacien de son prénom Olivier Bernard, qui est un pharmacien de profession. Et mais qui n'a pas beaucoup, il n'a pas sa pharmacie, rien. Il a vraiment bifurqué beaucoup dans les communications, de démocratiser les choses de pharmacie et de démystifier aussi certains mythes qu'on a et tout ça. Fait que les gens ne seront pas, ils ont peut-être déjà entendu parler de lui, il est rendu à son 3e livre qui se fait beaucoup aussi de façon humoristique quand tu lis ces livres-là. Tu sais, il y a 3 tomes, là, donc juste pour dire les titres, bon, différencier le vrai du n'importe quoi en santé, guide de survie pour petits et grands bobos et la Bible des arguments qui n'ont pas d'allure. Tu sais, ça voit un peu le ton. Donc, quand j'ai eu l'offre du réseau Biblio de dire, hey, on pourrait faire Olivier Bernard serait prêt à venir faire une tournée régionale, j'ai fait, oui, je veux ça. Donc, mais là, on s'est regardé, on dit, on peut pas tenir ça à la bibliothèque, là, ça va vraiment connaître un succès. Je suis sûre que les gens vont vouloir venir à cette conférence-là. Et vu que c'était une tournée avec le réseau, tout ça, on avait des prix très, écoute, ça me coûtait, tu sais, faire venir tout ça, ça m'aurait coûté un bras, on fera ça le dire de même. Fait que là, on s'est dit, mais là, la condition, c'était qu'on l'offre gratuitement dans nos milieux de bibliothèque. Mais je dis, moi, la bibliothèque, c'est trop petit. Ouais. J'ai appelé mon amie Amélie au Griffe. Et je disais, hey, on peut-tu faire ça chez toi? Elle dit, bien sûr, on vous attend. Fait que là, on va recevoir le pharmacien le 11 mai. Et donc, à 19h au Rift. Puis, je te dirais qu'on n'a plus 20 billets, je pense. C'est ça, c'est gratuit, mais il faut se procurer un genre de laissez-passer. Ouais. Il en reste peut-être une quinzaine, peut-être moins, peut-être plus du tout. Donc, il faut s'informer à la Bouquine. Il faut s'informer à la Bouquine, exactement. Donc, l'idéal, c'est d'appeler 629-2881, poste 124. Appeler pour voir s'il reste des laissez-passer. Il n'y en aura pas à la porte, là. C'est sûr que ça va être complet. Non, ça, oui, parce que là, on essaye d'en débloquer, là, mais... OK, donc c'est à suivre et à surveiller de près. Voilà. Peut-être que ça incitera à une nouvelle visite, qui sait? Peut-être. D'autres activités aussi à la Bouquine. Parlons de l'heure du conte. Ça s'en vient le 6 mai. Oui, exactement. Le 6 mai, on a une heure du conte en collaboration avec le REDAT. Ça, c'est dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation en santé mentale. Donc, le REDAT nous proposait une heure du conte avec le livre « Trou d'un coup » de la série « Iris le dragon okay. ». Donc, dimanche le 6 mai, à 14h, les gens sont invités à la bibliothèque en famille pour écouter ce Pour quel âge environ? On parle préscolaire primaire. OK. Ouais. Donc, du 4-8 ans, 4-9 ans, là. Parfait. Rencontre d'auteurs aussi, parce qu'à la fin mai, ce sera le Salon du livre du côté de la Sarre. Il y a des petites tournées aussi, des activités parallèlement à ça. Vous allez faire ce qu'on appelle la rencontre d'auteurs. Oui, exactement. Il y a Michel Dehaye, qui est une auteure délibérée, qui va venir nous rencontrer avec son livre Xixi. Donc, c'est une histoire qui se passe au Japon, en Chine. Exactement. En Chine. Donc... Voilà, Madame Dehaye vient nous rencontrer pour parler de son livre, ses inspirations, tout ça. Donc ça, c'est mercredi le 23 mai, 14h, juste avant le Salon du livre. Donc ça nous met dans l'ambiance du Salon du livre. Et c'est gratuit? C'est gratuit, exactement. Ça s'adresse à une clientèle adulte. Oui, ça, c'est clientèle adulte, exactement. De ce côté-là. Ouais. Et aussi le club de lecture TD qui revient encore cette année. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, le club de lecture TD, ça s'adresse aux enfants d'âge primaire. Donc, c'est un club de lecture, une rencontre une fois par semaine, des activités, des animations et bien sûr de la lecture. Donc, les enfants accumulent durant tout l'été différentes lectures, différents types de lectures. Puis, c'est vraiment ouvert là, à
tous les enfants du Témiscamingue. Puis ça débute après la fin des classes. OK, donc on s'informe encore une fois à la bouquine pour avoir les détails. Oui, c'est ça, les détails. Les détails vont être sur notre page Facebook aussi, vers le début juin. On va diffuser les informations pour le club de lecture TD. Donc, j'en étais rendue là, justement. Si on veut plus de détails sur la bouquine, vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook. Toutes nos informations s'y retrouvent, tous nos événements. On fait des suivis d'activités. Toutes les nouveautés aussi qu'on achète pour la bouquine se retrouvent sur la page Facebook. Donc, il y a à peu près entre 25 et 30 nouveautés à tous les mois. Wow. Donc, ça, c'est sur la page Facebook. Ça permet aux gens de voir les nouveautés. Et on rappelle, même si c'est la bibliothèque pour Ville-Marie du Hamel-Ouest, tout le Témiscamingue peut en bénéficier. Exactement, oui. Josiane et Geneviève, merci beaucoup. Merci. Ça nous a fait plaisir. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le 6AT, retourne en appel d'offres pour l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie. Tel que décrit par la journaliste Marie-Hélène Paquin de IC Radio-Canada Régional, lancé en décembre 2017 et clos en mars 2018, cet appel d'offres touchait des travaux estimés à 25 millions de dollars. Or, le plus bas soumissionnaire proposait de réaliser les travaux pour 36,5 millions de dollars, soit plus de 11 millions de dollars au-delà des coûts anticipés. Le président-directeur général du 6AT, Yves Desjardins, explique que dans ce contexte, il a dû faire appel à la Société québécoise des infrastructures, la SQI. La SQI analysera donc les raisons des dépassements des coûts. Elle a déjà d'ailleurs proposé que l'organisation s'assure de commencer dans les délais prévus, c'est-à-dire au printemps. Et pour ce faire, le projet sera séquencé en différentes parties. Yves Desjardins assure que le projet d'agrandissement ne sera pas réduit. Il précise qu'il sera cependant divisé en 2, 3 ou 4 parties selon les recommandations de la SQI. La TCPAT, la table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue, annonce la tenue d'une conférence sur l'importance du bénévolat dans les organismes sans but lucratif de notre MRC. Ça aura lieu le 15 mai prochain à Ville-Marie. Les conférenciers invités seront Dr Émile Barbeau, Dr Armand Chiasson, Mme Marianne Boudria, ainsi qu'Anaïs Bernard et son père, M. Francis Brouillette. Les conférenciers vous feront part de leur expérience en tant que bénévoles et partageront avec vous ce que le bénévolat leur a apporté dans leur vie respective. Suite à la conférence, un souper de reconnaissance pour les bénévoles sera servi, ainsi que le tirage de plusieurs prix de présence. Par la présentation de cette conférence, la TCPAT désire sensibiliser la population à l'importance du bénévolat au Témiscamingue et à remercier aussi les nombreux bénévoles qui consacrent une partie de leur temps pour les autres. Notez que les inscriptions sont obligatoires. Il faut confirmer votre présence avant le 8 mai à la TCPAT. C'est au 819-629-2828. Un article de La Terre de chez nous, écrit par Émilie Rivard-Boudreau, nous indique que le syndicat des producteurs de bovins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue s'est mobilisé et a créé son propre programme pour encourager la relève. Une trentaine de membres donneront une vache ou en vendront une à rabais à un jeune collègue. Stanislas Gachet, le président du syndicat, a indiqué que l'équipe travaille sur ce projet depuis 3 ans déjà. Selon lui, depuis les 10 dernières années, l'Abitibi-Témiscamingue a perdu la moitié de ses producteurs bovins. Devant cette réalité, le syndicat a entamé une longue réflexion pour relancer le secteur. Au départ, l'idée des membres était de prêter une vache. Alors que certains étaient même prêts à en donner une, le concept s'est transformé. Chaque année, les jeunes de la relève intéressés devront fournir un plan d'affaires détaillé, puis l'un d'entre eux sera sélectionné et se fera donner ou vendre au rabais des vaches par une trentaine de producteurs établis. L'autre force du programme sera l'accompagnement dont profitera le candidat choisi. M. Gachet a précisé que le candidat aura quelqu'un à qui se référer. 2 ou 3 agriculteurs d'expérience seront donc formés pour remplir ce rôle dans le cadre du programme. Les membres du syndicat ont voté pour le projet lors de l'Assemblée générale annuelle le 23 février dernier. Le programme sera donc officiellement lancé cet automne, puis au printemps 2019, le comité de sélection fera son choix parmi les candidatures reçues. L'agriculteur ou l'agricultrice choisie recevra ses vaches à l'automne 2019 afin d'avoir le temps de s'acclimater à son troupeau avant l'évêlage du printemps 2020. Pour cette première année, les instigateurs du programme visent l'établissement d'une relève. Ils ne ferment toutefois pas la porte à augmenter le nombre de lauréats pour les années subséquentes.
Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, les centres de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue se sont alliés pour une journée d'action ponctuelle dans le cadre de la Semaine nationale d'action des centres de femmes du Québec. Ça se passait le 24 avril dernier. 3 actions surprises étaient prévues à travers la région, soit à Ville-Marie, Rouyn-Noranda et à La Sarre. À Ville-Marie, le Centre de femmes du Témiscamingue s'est emparé des ondes de CKVM pendant l'émission L'Actuel d'Annie Larivière pour y livrer leur message. Le groupe de femmes s'est ensuite posté au feu de croisement de la rue Sainte-Anne et de la route 101 pour interpeller les conducteurs et les passants. Caroline Saucier, intervenante communautaire du Centre de femmes du Témiscamingue, a indiqué que le groupe était là pour revendiquer un investissement massif dans les secteurs publics. Elles veulent aussi sensibiliser la population et réclamer la justice sociale. M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ainsi que M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre aussi responsable du Plan Nord, se réjouissent des conclusions positives du rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures gouvernementales d'allègement réglementaire et administratif vers une réglementation intelligente qui révèle que le fardeau administratif et réglementaire imposé aux entreprises a été réduit. Il fait également état des répercussions favorables sur les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. Les efforts du gouvernement ont engendré des retombées tangibles. Le rapport indique notamment que le coût des formalités administratives a été réduit de 49,5 % au cours de la période 2001-2016, ce qui représente des économies annuelles de l'ordre de 411 millions de dollars pour les entreprises. À titre d'exemple, mentionnons la diminution du nombre de permis de bar et de restaurants qui est passé de 22 000 à 14 000 après l'implantation du permis d'alcool unique. L'entrée en vigueur le 1er octobre 2017 du nouveau régime de permis d'alcool, ce qui implique pour 90 % des 5 700 établissements qui détiennent plus d'un permis ou d'une autorisation, une diminution de l'ordre de 30 à 70 % de la tarification liée à ces permis. Un autre exemple, l'économie de 113 millions de dollars pour plus de 55 000 entreprises du secteur des transports grâce à la diminution des rondes de vérification des camions avant leur départ. Le nombre de rondes a été harmonisé avec celui de la norme canadienne. Cette mesure est issue de la modification du règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, entrée en vigueur le 20 novembre 2016. En attendant la saison estivale, les jeunes du Témiscamingue peuvent désormais pratiquer le baseball à l'intérieur. Depuis la mi-mars, les équipes des petites ligues du Témiscamingue offrent la possibilité de pratiquer ce sport dans un gymnase afin de préparer les jeunes à la belle saison. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, dans le gymnase du centre communautaire de Saint-Bruno-de-Guigues, les jeunes athlètes apprennent à frapper, à lancer, à attraper la balle comme s'ils étaient à l'extérieur. Le président des Petites Ligues au Témiscamingue, Marc-André Manceau, estime qu'il s'agit d'une bonne façon de faire bouger les jeunes. Par ailleurs, le championnat provincial des Petites Ligues aura lieu en Abitibi-Témiscamingue au mois de juillet. Les enfants hospitalisés ou handicapés de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent désormais se déplacer dans un fauteuil roulant transformé en patrouille de police, un bolide mis sur pied grâce à un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et le projet Cœur d'enfant. Selon les informations d'Émilie Rivard-Boudreau de ICI Radio-Canada Régional, le but du projet En patrouille est d'égayer le séjour des enfants hospitalisés. L'initiateur du projet, le coordonnateur local en police communautaire, Jean-Raphaël Drolet, a expliqué que c'est une coquille qui enveloppe le fauteuil roulant. Il y a des attaches en caoutchouc à l'intérieur qui permettent d'agripper le fauteuil roulant et on peut ensuite partir avec le véhicule. Le bolide est aussi doté de gyrophares et d'une sirène. Il est basé à Val-d'Or, mais il se déplacera dans les différents hôpitaux de la région et dans des événements spéciaux. Et voilà ce qui conclut InfoTémis. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous vous invitons bien sûr à ne pas manquer tous les détails de notre programmation via notre site web temis.tv et suivez-nous aussi sur notre page Facebook. À la semaine prochaine!
Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.